Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Mag à l'Ouest sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Dieu! Salut Westrack, aujourd'hui on est mardi dans cette émission qui s'appelle le Mag à l'Ouest, dans laquelle je vous parle de tout ce qui se passe au Havre et on peut dire qu'il s'en passe des choses. Dans cette émission, je serai accompagnée de Clément qui représente l'association Au Petit Pestacle, une asso qui se trouve à Harfleur. On le reçoit en deuxième partie d'émission. Avant ça, on retrouvera notre météo, on retrouve aussi la découverte Ferrarock de la semaine et aujourd'hui on parle de Vétuste. Le festival Les Révélations s'est clôturé il y a déjà 2 semaines, un festival qui parle de cinéma et j'ai pu y rencontrer l'association Fabrication Humaine, un label d'œuvres non IA qui se déroulait donc et qui se présentait au festival Les Révélations. Et puis Margot nous parlera d'une plateforme de covoiturage 100% féminine. Tout ça, c'est à retrouver dans cette émission après la météo et l'agenda événements. J'ai une bonne nouvelle pour vous, chers auditeurs de Westrack. Le beau temps se maintient. Actuellement, il fait 16 degrés, ressenti 17. Les rafales de vent sont assez fortes aujourd'hui. Là, sur l'après-midi, elles dépassent les 55 km/h, tournées vers le nord-est, avec un ciel à moitié nuageux. En soirée, il fera 13 degrés, ressenti 9, avec quelques éclaircies et passages nuageux parfois. L'indice UV sera de 1, toujours ce même vent. Et puis, en soirée, il fera 13 degrés, ressenti 9. Pour la journée de mercredi, donc demain, il fera 11 degrés, ressenti 7 en matinée, avec un beau temps peu nuageux sans précipitation. L'indice UV sera de 3 et les rafales de vent se tournent vers l'est en dépassant les 55 km/h. Dans l'après-midi, il fera 22 degrés, ressenti 21. Ce vent toujours plus fort se tournera vers l'est et dépassera les 60 km/h. Et enfin, en soirée, il fera 18 degrés, ressenti 14. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Bonjour à tous, voici les informations locales de ce mardi 28 avril 2026. 15% de fréquentation en plus en Normandie. Le prix du carburant ne plombe pas le tourisme. Selon les chiffres de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, la saison touristique démarre bien en Normandie, avec tout de même des restrictions sur les dépenses. À Yport, la station d'épuration en fonctionnement, l'aboutissement d'un projet hors norme. À Yport, la nouvelle station d'épuration est officiellement achevée après 15 ans de travail. Ce chantier d'envergure, marqué par de fortes contraintes environnementales et administratives, doit permettre d'améliorer nettement le traitement des eaux usées. Culturissimo 2026, l'auteur à succès Michel Bussy annoncé au Palais Bénédictine pour une rencontre. Le festival Culturissimo revient à Fécamp le 19 juin avec un invité de renom, l'écrivain Michel Bussy. Au Palais Bénédictine, il présentera son nouveau polar lors d'une rencontre gratuite et sur réservation dès maintenant auprès de l'accueil du magasin de Saint-Léonard. À Veux-les-Roses, le Rex célèbre le cinéma japonais en présence d'Akihiro Nishida. Durant 15 jours, le cinéma Le Rex organise un festival dédié au cinéma japonais avec en point d'orgue la présence le vendredi 1er mai de l'acteur Akihiro Nishida qui viendra présenter son one-man show suivi de la projection de Lost in Translation de la réalisatrice Sofia Coppola. Le programme complet du festival est disponible sur le site du cinéma. Et enfin, Voile solitaire du Figaro 2026, Le Havre va accueillir l'arrivée de la 57e édition. L'arrivée de la 57e édition de la solitaire du Figaro aura lieu au Havre début juin, comme l'ont annoncé les organisateurs de la course en solitaire en fin de semaine dernière. C'est donc dans la cité Océane que sera sacré le vainqueur de l'édition 2026, une première pour le port normand. Merci de votre attention, le journal se poursuit avec les actualités nationales et internationales.
Bonsoir à tous. Une enquête ouverte à Paris après la réouverture du site internet Coco, pourtant officiellement fermé depuis 2024. Ce chat anonyme, considéré comme un repère de prédateurs, vient de réapparaître sous le nom de Cocoland. C'est notamment sur cette plateforme que Dominique Pellicot avait recruté des hommes pour violer sa femme, Gisèle Pellicot. La haut-commissaire à l'enfance, Sarah El Haïry, promet de traquer les opérateurs du site. Une minute de silence observée à l'Assemblée nationale cet après-midi pour saluer la mémoire d'Anissé Girardin, militaire tué au Liban lors d'une mission avec les casques bleus. Le sergent membre du 132e régiment d'infanterie cynotechnique de Suippes dans la Marne, auquel a été rendu un hommage national en fin de matinée. La Légion d'honneur lui a été remise à titre posthume. Le cimentier Lafarge fait appel de sa condamnation pour financement du terrorisme. L'entreprise a été condamnée il y a 2 semaines à une amende de plus d'1 million d'euros pour avoir payé des groupes djihadistes afin de pouvoir continuer à faire tourner des usines pendant la guerre en Syrie. Selon Donald Trump, l'Iran souhaite rouvrir le détroit d'Ormuz au plus vite. Depuis son réseau social, le président américain précise que la République islamique se trouve dans un état de crise. Officiellement, très peu d'informations filtrent sur l'avancée des négociations entre les deux parties. Et pendant ce temps, un coup de théâtre, les Émirats arabes unis quittent brutalement l'organisation regroupant les producteurs de pétrole. Le pays était pourtant l'un des membres fondateurs et influents de l'OPEP, qui ne comptera donc plus que 12 États membres. Abu Dhabi parle d'un réalignement stratégique. Dans ce contexte, les prix de l'énergie restent élevés. En France, l'essence est repassée au-dessus de la barre symbolique des 2 € le litre en moyenne ce matin. Le gasoil frise toujours avec les 2,20 €, mais il n'y aura pas de problème d'approvisionnement au mois de mai, assure le gouvernement qui écarte tout risque de pénurie. Le chômage est en légère baisse, moins 2,4% sur un an, soit près de 60 000 demandeurs d'emploi en moins au premier trimestre de 2026, annonce le ministère du Travail. Et puis le foot, première demi-finale allée de Ligue des Champions ce soir. Le Paris Saint-Germain affronte le Bayern Munich à 21h. Bonne soirée à tous. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Si jamais vous voulez retrouver l'essentiel de l'actualité, retrouver l'émission Le Réveil à l'Ouest en podcast, l'édition de ce matin est déjà toute fraîche en ligne. En attendant, on se tourne vers ce qu'on peut faire aujourd'hui. D'abord un apéro quiz quai Colbert. C'est au rooftop qui se transforme en terrain de jeu pour un apéro quiz convivial. C'est gratuit et c'est à 18h, donc juste après votre émission. Autre apéro, mais cette fois-ci apéro créatif, c'est au Hangar 0, 37 quai de la Saône, c'est à 18h aussi et c'est gratuit. Enfin, rencontre avec Tatiana de Rosenay, c'est à la librairie La Galerne à partir de 18h, réservation sur le site de La Galerne. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Cette semaine, on tend l'oreille du côté de Tours avec Vétuste, notre découverte musicale Ferrarock, portée par la sortie de leur nouvel album Wedges. Un groupe encore jeune, mais déjà habité par une vraie identité sonore, quelque part entre tension contenue et explosion imminente. 4 amis qui façonnent un rock noise à la fois rugueux et fragile, comme un feu qui vacille sans jamais vraiment s'éteindre.
Chez Vétuste, les guitares grincent, les textures se frottent et les silences comptent presque autant que le bruit. On pense parfois à des références du genre, mais ici, pas question de copier. Le groupe préfère dessiner ses propres contours dans une musique faite de dissonances froides et de braises encore chaudes. Une matière sonore vivante, instable, qui évolue au fil des morceaux comme un paysage en mouvement. Can you take it? Peut-être là que réside toute la force de Vétuste, refuser les cases, ne pas figer le propos. Leur musique avance, doute, se transforme sans jamais chercher à s'ancrer dans un style immuable. Avec Wedges, ils signent un disque qui intrigue autant qu'il capte et confirme qu'il faudra désormais compter sur eux dans la scène noise française. Le mag à l'ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. C'était Vétuste, votre découverte Ferrarock. Chaque semaine, la Fédération des radios associatives de musique actuelle vous propose une découverte et demain, on repart sur une nouvelle découverte de Michael Mockall. En attendant, une autre découverte, celle de l'association Fabrication Humaine qui propose un label d'œuvres faites par des humains et non par l'IA. Je les ai rencontrés au festival Les Révélations.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le micro de Westrack est posé ici au festival Les Révélations, un festival dans lequel on interroge la création, ses outils, ses enjeux. Et aujourd'hui, on pousse la réflexion encore plus loin. Comment savoir si une œuvre est vraiment humaine à l'ère, par exemple, de l'intelligence artificielle ? Alors, pour nous en parler, j'accueille l'association Fabrication Humaine avec aujourd'hui 3 personnes. Christelle, qui est avocate, Pascal, qui est coprésident, et Marie-Christine, qui est aussi coprésidente de cette association. Alors, pour commencer, pour nous en parler, j'aimerais savoir qu'est-ce que c'est Fabrication Humaine et comment est née cette idée. Bonjour, merci beaucoup de nous donner la parole. Fabrication Humaine, c'est une association qui a été créée courant 2024, un collectif d'artistes, de avocats, citoyens, docteurs en IA, graphistes, parce que on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun moyen de distinguer la création humaine des contenus générés par intelligence artificielle. Quand vous achetez un livre sur Amazon, vous ne savez pas s'il est généré par IA ou écrit par un vrai être humain. Et parce qu'on pense que le public doit être informé et que la création humaine doit être préservée, mise en valeur, on a décidé de créer ce label que porte l'association, label associatif, donc gratuit et déclaratif. Donc chaque auteur peut labelliser l'œuvre qu'il souhaite. Ce label est déclaratif parce qu'on ne peut pas à ce jour déterminer si une œuvre est faite par IA ou pas. Donc il est déclaratif, il est gratuit et il repose sur une déclaration sur l'honneur. Ça c'est côté artiste. Et côté public, le public dispose alors d'un moyen de savoir ce qu'il va acheter et peut décider en connaissance de cause. Voilà en 2 mots. Et comment est-ce qu'on définit justement une création d'origine humaine ? Se pose la question puisque derrière certaines choses produites par l'IA, il y a quand même un être humain qui va aller mettre ce qu'on appelle un prompt. À partir de là, c'est quoi la frontière ? Alors effectivement, vous faites bien de le dire, derrière un prompt, il y a un humain, donc il y a une intentionnalité. Maintenant, nous, notre objectif, c'est d'informer la population en identifiant les œuvres qui ont été créées par des êtres humains, non pas à l'aide d'une IA générative. Donc tout ce qui est la création, l'acte de création, si elle n'est pas faite par un humain, à ce moment-là, on ne peut pas utiliser le label. Donc c'est un petit peu la frontière, c'est là où on a dit qu'on mettrait la limite. Sinon, ben voilà, après on n'a plus on sert plus à rien, quoi. Il faut quand même qu'on puisse dire aux gens, cette œuvre-là, dans son acte de création pure, elle a été faite par quelqu'un, non pas par une machine. Je me permets de rajouter qu'on n'a rien contre les contenus synthétiques d'IA générative, contre ceux qui les font ou ceux qui les consomment, hein, ceci dit. Nous, ce qui nous intéresse, notre seul et unique combat, c'est d'informer les gens pour qu'ils puissent faire un choix éclairé. Vous parliez d'informer notamment par le biais des créateurs, mais aussi du public. Pourquoi est-ce que c'est important aussi que le public puisse avoir accès à ce label et le comprendre ? C'est important parce que aujourd'hui, et on le voit partout, sur les réseaux sociaux, sur Internet, la création, la génération de contenu par IA est dominante, sinon majoritaire. Et le public n'en a pas forcément conscience. Il faut donc un moyen d'identifier et avant tout que le public se pose la question, se demande quelle est l'origine de ce qu'il voit, de ce qu'il écoute. C'est tout l'intérêt de notre label de pouvoir tout d'abord se poser la question. Et vous pensez que cette transparence pourrait justement changer notre manière de consommer la culture et d'avoir avant une réflexion qui se cache derrière ? Je pense que c'est important que chaque personne puisse consommer une œuvre culturelle en toute connaissance de cause. Je pense que les gens sont libres de faire le choix de ce qu'ils veulent consommer, mais on ne peut pas le faire en leur cachant la réalité. J'ai des enfants qui apprennent à lire. Je vais leur acheter des bouquins. Ça fait une différence pour moi de savoir si c'est une IA qui a écrit le bouquin ou si c'est un vrai être humain. Il faut être informé. C'est le choix de chacun. Mais il faut pouvoir le faire. Il faut être en mesure de faire ce choix. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on compare toujours Fabrication Humaine au label fait maison.
On a tous de vagues notions de nutrition. On sait que le bio, il y a moins de pesticides, qu'il faut manger des glucides, qu'il faut limiter les sucres, etc. Or, en matière d'intelligence artificielle, tout est à faire. Et cette hygiène mentale de se dire qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui est bon pour mes enfants, là ils sont en période d'apprentissage, qu'est-ce que je vais leur donner à lire, à écouter, cette éducation-là, il faut la faire. Et c'est à ça qu'on espère contribuer. Ce qui est important pour nous, c'est de faire cette distinction par le haut. Quand je dis par le haut, c'est on distingue une œuvre humaine. On ne voulait pas tomber dans le sans IA, parce que ce qui compte pour nous, c'est le côté important et précieux de notre patrimoine créatif humain. Donc l'idée pour l'artiste de revendiquer son humanité, et pour la personne qui va la lire, la voir, l'écouter, de la consommer en tout état de cause. Le label et l'association sont donc très récents. Faut dire que l'IA aussi est arrivée chez nous assez rapidement, un outil qu'on peut tous et toutes utiliser à bon ou mauvais escient. Comment est-ce qu'on fait ce travail justement d'informer les usagers, les artistes ? Là, il faut reprendre de zéro un annuaire et aller contacter chaque artiste, chaque personne pour les informer de ce label ? Déjà, vous y contribuez et nous vous en remercions. On prend un peu notre bâton de pèlerin pour effectivement aller à la rencontre des institutions, des syndicats d'auteurs, d'éditeurs. On vient sur les festivals. On a différentes actions en cours et comme je le disais, votre podcast, les différentes émissions auxquelles on a pu participer permettent de faire rayonner et on a besoin d'ailleurs d'ambassadeurs et le public est un bon ambassadeur. Il faut que les gens en parlent autour d'eux. On a des interventions dans les écoles aussi pour sensibiliser les jeunes publics qui sont les plus concernés, déjà férus. Voilà, on essaie de faire un petit peu un maillage du territoire et on est preneur d'ailleurs de toutes les idées. Si les gens qui nous écoutent sont sensibles à notre démarche, sont sensibles à cette idée de protection du patrimoine créatif humain, et on les invite à nous rejoindre, à adhérer massivement. Tout est gratuit chez nous. L'adhésion est gratuite, l'utilisation de labels pour les gens qui veulent labelliser une œuvre, c'est gratuit. Il faut venir sur www.fabricationhumaine.org. Venez, inscrivez-vous, on vous attend. Il y a déjà eu des labellisations depuis sa création. Je crois notamment dans le domaine de la bande dessinée. C'est bien ça. Est-ce que vous pensez qu'il y a justement des secteurs où cette démarche est la plus urgente ou au contraire, est-ce qu'il faut justement faire ce maillage du territoire et aller petit à petit toucher chaque secteur ? Alors typiquement, dans les industries culturelles, on voit qu'il y a des secteurs qui sont plus en crise que d'autres, comme notamment la musique. C'est compliqué. On voit que les plateformes de streaming sont inondées littéralement d'œuvres, de contenus synthétiques. Je pense que 30-40% des contenus des grandes plateformes de streaming sont faites de ces contenus-là. On a beaucoup d'œuvres de dessinateurs, de BD qui ont été labellisées. On est très partant aussi pour conclure des partenariats avec des organismes. Et je citerai le partenariat qu'on a conclu avec la Scène Indépendante, qui est un syndicat de producteurs de spectacles indépendants. On peut vraiment profiter de l'action de chacun à différents niveaux. Le public qui soutient notre démarche, des artistes qui souhaitent labelliser certaines de leurs œuvres, et des organismes, des festivals, le festival Hypermonde aussi, qui est un partenaire historique. On pourrait très bien imaginer des labellisations de lieux culturels comme des rayons de bibliothèque qui sont Fabrication Humaine. Donc, nous, on propose un label, on propose une démarche et chacun est libre de s'en saisir et de le faire rayonner. L'IA avance très vite, elle nous surprend aussi. L'association, vous la voyez comment dans 5-6 ans évoluer avec d'autres projets en dehors de ces labels, de ces ateliers ? Alors, une chose qui est très importante pour nous, c'est de fédérer. C'est de fédérer un maximum de gens dans la population et chez les artistes. Chez les artistes, de susciter un réflexe label, Fabrication Humaine, et dans la population, de susciter une prise de conscience et éventuellement
une action, faire en sorte que les gens s'approprient ça, parce que c'est pour eux en fait. Notre truc, c'est humaniste, c'est pour tout le monde, c'est pour chacun de nous. Et dans 5 ans, c'est difficile à dire parce que tout bouge très vite. Chaque jour qui passe est un jour de démonstration de grandes nouveautés dans l'IA et tout ça, donc ça va très vite. Mais une chose qui est claire, c'est que pour nous, à force d'être en contact avec les gens sur le terrain, dans les institutions, partout, on échange, on discute, on argumente. Et dans 5 ans, on se voit avec des œuvres labellisées dans tous les champs de la création, avec des artistes qui sont des ambassadeurs, qui revendiquent cette démarche. On se voit aussi en travaillant avec peut-être d'autres partenaires pour aller informer les élèves dans les écoles, comme la sensibilisation aux fake news se fait. Eh ben, on peut tout à fait envisager des formations qui soient incluses naturellement dans les cursus des élèves pour porter attention à qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle, en quoi c'est différent de la création humaine, et qu'est-ce que l'intelligence artificielle produit sur notre cerveau. Ça aussi, c'est une connaissance de base qu'il va falloir acquérir très très vite si on veut pas qu'il y ait des dommages irréversibles et qu'on ait les bons codes pour l'utilisation de cette technologie. Ce qu'on veut, c'est aussi être entendu des pouvoirs publics et le relais que nous donne la ville du Havre aujourd'hui est absolument fabuleux. Oui, avant de se quitter, j'aimerais qu'on parle quand même des pouvoirs publics puisque c'est une grande question dans plein de domaines, notamment ça touche aussi la voix, la radio, évidemment avec l'IA. Aujourd'hui, il y a peu de législation autour de ça. C'est quelque chose que vous aimeriez voir se mettre en place ? Alors oui, vous avez dû entendre parler du règlement sur l'IA, l'IA Act, qui entre en vigueur de manière progressive jusqu'à 2027 et qui permet de réguler, c'est la première législation mondiale qui permet donc de réguler pour les États membres européens l'utilisation de l'IA compte tenu des risques pour la population, dans les secteurs militaires, etc., etc. Donc il y a du bon comme du très mauvais dans l'IA, donc il faut réguler. Et c'est notre objectif, distinguer les contenus. On n'est pas là pour dire l'IA c'est bien, c'est mal, chacun peut avoir son avis, chacun peut avoir son usage. On n'est pas là pour juger. Aujourd'hui, quand vous regardez la législation européenne, vous avez un article 50 sur la transparence qui impose pour certains types de contenu généré, la position d'un label IA. Donc aujourd'hui, il y a un code des pratiques établi qui donne juste un label, un petit carré avec IA dedans, rien d'autre. Peut-être que ça sera amené à évoluer, mais ça exclut les œuvres. C'est plutôt pour les deepfakes, les fake news, etc. Parce qu'on peut comprendre les problèmes que ça peut imposer, notamment en période d'élection, etc. La manipulation de l'opinion, etc. Donc évidemment que c'est essentiel, mais nous pensons aussi que pour préserver le patrimoine, c'est essentiel. Donc si moi j'ai un vœu à former, ce serait que la législation s'étoffe sur les obligations de transparence pour toutes les catégories d'œuvres. Et en attendant, ça commence aujourd'hui. Nous, on peut agir à notre échelle en se rapprochant de l'association Fabrication Humaine, en se rapprochant de ce label et puis en portant aussi une attention particulière à ce qu'on consomme, puisque voilà, c'est important aussi de savoir si ce consomme est généré artificiellement ou si c'est un cerveau humain qui l'a créé. Où est-ce qu'on retrouve les informations ? J'imagine qu'il y a un site. Le site internet fabricationhumaine.org. Et sur les réseaux sociaux. Qu'on retrouve le label. Exactement. Le label que vous pouvez télécharger. Vous pouvez adhérer à l'association. Et comme le disait Pascal, tout est gratuit. Et donc une page aussi Instagram et Facebook ? Et LinkedIn. Et LinkedIn, très bien. Merci à vous trois, à bientôt. Merci à vous. La Rouennaise Louise Charbonnel est de retour avec un nouveau titre. Ça s'appelle Spaces. On le découvre ensemble avant de vous parler d'une plateforme de covoiturage 100% féminin. Ça s'appelle Drive Lady. Et je vous rappelle qu'en deuxième partie d'émission, j'accueille Clément de l'asso Au Petit Pestacle. Everyone talks about the rust on our hair. Everyone talks about the dirt under our nails. Nobody's sure, but everyone is afraid. Here come the chains, the dark days. Bye, friend, I'll thank you some days. Everyone talks about the sand on our skin and the way soul seems to dig into our cheeks. Now it's
Let's embrace the bright gray. I'm so tired of the fight. Let's end it the right way. We'll hear the sea another radar and the call of the spaces. We'll lose our energy to the wind to save ourselves from a bad No one talk about the rust anymore, or about the dust on our floor. Everything is over, 'cause we're long gone. No one talk about the sand anymore, 'cause we spread it all. Horizon is wider, 'cause we're long. Let them be right. Let's embrace the bright gray. I'm so tired of the fight. Let's end it the right way. We'll hear the sea another radar and the call of the spaces. We'll lose our eyes to save ourselves from a bad dream. Il est 17h32, nous sommes de retour dans ce Magal Ouest du mardi 28 avril 2026. Aujourd'hui, Margot nous parle d'une plateforme de covoiturage, oui, mais 100% féminine. Aujourd'hui, dans le studio de Westrack, je reçois Camille Cottard. Avec son associée Margot Utira, ces deux Havraises ont créé Drive Lady, une application de covoiturage 100% féminin. Bonjour. Bonjour Margot. Pour commencer, pouvez-vous nous dire comment vous est venue l'idée de monter Drive Lady, un petit peu plus francisé. De quel constat en fait êtes-vous partie ? On est parti du constat qu'aujourd'hui, en tant que femme, c'est difficile de rentrer sereinement après une soirée, après avoir travaillé à partir d'une certaine heure. Moi-même, issue de la restauration, je rentrais souvent après 23h, minuit, là où les transports en commun deviennent un peu moins sécuritaires. On est parti du constat aussi qu'aujourd'hui, une femme sur deux se sent en insécurité lors d'un trajet en transport en commun et va même se priver d'aller à une soirée parce qu'elle sait que son retour va être très contraignant. Mais en parallèle, 89% des femmes se sentent plus en sécurité entre elles. Donc on s'est dit qu'il fallait absolument faire quelque chose pour qu'on puisse s'entraider entre nous et qu'on puisse pouvoir profiter de nos soirées pleinement. Ouais, bien sûr. On sent que c'est une cause qui vous tient particulièrement à cœur. Ça nous touche toutes en fait. Oui, Margot et moi, on est les premières concernées. Ça nous arrivait souvent de se priver ou alors de s'organiser aussi pour rentrer entre nous, de faire des détours pour qu'on puisse ramener l'une ou l'autre. Enfin, c'est quand même toujours une contrainte en fait quand on veut profiter de sa soirée. Drive Lady, c'est un projet qui est encore jeune. Comment est-ce qu'il s'est monté ?
quelles ont été les étapes pour arriver au résultat que l'on a aujourd'hui ? On a commencé avec un groupe Facebook au tout début, il y a 3 ans, en créant une communauté sur ce groupe. On a eu plus de 600 femmes dans cette communauté. Ensuite, on a lancé une web application qui est donc toujours disponible via le lien app-drivelady.fr. Et donc via cette communauté sur cette web application, toutes les femmes peuvent se déplacer et proposer des trajets. Et en parallèle, on a aussi une partie événementielle dans l'application qu'on a développée notamment avec des partenaires en Normandie. Donc l'idée, c'est que chaque partenaire soit mis en avant sur l'application et toutes les participantes de ces événements ou soirées peuvent y aller et en repartir sereinement. Cette idée de monter une application dans ce style, ça vient aussi peut-être de votre parcours. Vous êtes toutes les deux avec Margot dans un parcours d'études de commerce un peu. Oui, Margot a été à l'EMN et moi j'ai été à Neoma et aujourd'hui à l'ESSEC. On a, c'est vrai, un parcours très commercial. L'idée en fait c'était vraiment d'avoir cet aspect commercial mais en même temps de travailler pour quelque chose qui nous tient à cœur, de pouvoir aider aussi des femmes. On comprend ce besoin, on a même nous besoin et l'idée c'est vraiment de pouvoir aider chaque utilisatrice parce qu'on sait à quel point ça peut être contraignant, à quel point ça peut être fatigant aussi de se prendre la tête pour comment on va rentrer. Ouais, bien sûr. Du coup, ça mêlait vraiment tout pour vous, vos études, une cause qui vous tient à cœur également. Exactement. Si en tant que femme, je veux rejoindre Drive Lady, comment est-ce que je dois faire ? Donc vous pouvez rejoindre via le lien app-drivelady.fr. C'est une web application, donc un site internet que vous pouvez ensuite mettre en application. Et l'idée, c'est de pouvoir donc se créer un compte. Nous, on va vérifier avec une carte d'identité que vous êtes bien une femme, forcément. Et ensuite, vous pouvez donc accéder à la publication et à la recherche de trajets et notamment aux trajets partenaires. Et donc c'est soit pour être passagère, soit conductrice. Vous pouvez faire les deux. Il n'y a pas de distinction entre la passagère et la conductrice, mais forcément, vous êtes amené à soit être conductrice ou passagère à un moment. Et sur cette plateforme-là, comment ça se déroule ? Est-ce que on voit par exemple une liste de trajets qui va avoir lieu ? Comment ça se passe ? Sur la page d'accueil, vous avez donc recherché un trajet, publié un trajet et les trajets événementiels. Donc en recherchant un trajet, vous allez avoir une liste de certains trajets publiés, mais vous allez filtrer en fonction de votre lieu de départ et lieu d'arrivée. En publiant un trajet, donc là vous mettez tous vos critères et ensuite il va être intégré dans l'application. Et pour la partie covoiturage événementiel, vous allez avoir donc la liste des soirées organisées durant le mois ou les prochaines semaines. Et là sur cette partie-là, vous cliquez sur la soirée en question et vous pouvez avoir donc tous les trajets publiés et en publier un nouveau. J'ai vu, donc, comme vous l'avez évoqué, Camille, il y a un système de vérification d'identité manuel. Camille, vous êtes encore en études. Margot, elle aussi, ou elle travaille peut-être ? Oui, c'est ça, elle travaille, Margot. Et du coup, cette vérification manuelle, vous le faites en plus de tout ce que vous faites aussi à côté. Oui, c'est ça. On est très récurrente aussi sur la vérification manuelle. Ça nous prend 1 minute grand maximum. C'est juste vérifier que la carte d'identité soit vraie et en cohérence avec le profil. Mais on arrive à y aller forcément assez souvent dans la journée. Bon, forcément, il y a un moment où on dort et on va être moins présente, mais on arrive à toujours être ponctuel là-dessus. Mais c'est l'idée de aussi continuer à se développer et on aimerait que ça devienne automatique et que ça puisse faciliter aussi les retours la nuit. Oui. Et puis aussi, ce qu'on remarque du coup, c'est que cette application, pour l'instant, c'est pas votre activité principale. Est-ce que c'est un but justement que ça le devienne ? Oui, complètement. L'idée, c'est que moi, je termine mes études d'ici 1 an et demi. On a encore 1 an et demi pour booster Drive Lady et puis en faire une grosse communauté pour que j'arrive et que je sois à 100% dessus. Pour l'instant, Drive Lady est surtout implanté dans la région havraise et rouennaise. Est-ce que vous souhaitez que ça s'agrandisse un peu plus, que le champ d'action, en gros, s'agrandisse à un plus large territoire ? Oui, on est en train d'essayer de regarder pour des nouveaux partenaires à Caen notamment. On a quelques pistes et on aimerait développer Drive Lady en fait dans toute la Normandie. À l'heure actuelle, en fait, les partenaires sont principalement rouennais et havrais, mais il n'y a pas de limite sur la possibilité de publier un trajet. On peut le publier partout, pas de contraintes. Mais nous, en effet, on veut vraiment se développer beaucoup plus dans la Normandie premièrement et ensuite s'étendre sur d'autres régions.
On vous le souhaite vraiment, puisque c'est une initiative qu'il faut pousser jusqu'au bout. Ça peut être donc des trajets du quotidien, mais pas seulement. Ça peut être donc, comme vous l'avez évoqué, des partenariats, notamment avec des festivals, des événements, des concerts, c'est ça ? C'est ça exactement. On a notamment le Zénith de Rouen comme partenaire, la Grande École au Havre, le Sceau à Rouen, le Cosmo. On a une petite liste d'une dizaine de partenaires en Normandie, que ce soit des boîtes de nuit, des lieux événementiels, restaurants comme la Grande École ou des zéniths pour différents types de soirées. L'idée, c'est que dès qu'on rentre tard, on a un moyen de rentrer serre. C'est dans l'application, dans la partie covoiturage événementiel. En fait, on va mettre, par exemple, s'il y a un concert, je sais pas, Julien Doré notamment, à Rouen, en fait, on va avoir le concert de Julien Doré dans l'application et en cliquant dessus, on va voir tous les trajets qui ont été proposés. Okay. Et du coup, on peut aussi en proposer si nous, on sait qu'on va rentrer après le concert. Oui, bien sûr. Et par exemple, imaginons, on voyage avec notre conjoint. Est-ce que du coup, dans ce cas-là, ça ne rentre pas dans le cadre de Drive Lady puisqu'il y a un homme à bord ? Dans ce cas-là, je dirais que ça dépend en fait de la conductrice et de la passagère. Nous, on va pas interdire forcément de publier parce que on sait qu'on a notre conjoint dans la voiture, mais l'idée c'est de pouvoir aussi aider les femmes. Donc il faudrait que la conductrice en parle à l'utilisatrice, à la passagère. Ça serait un accord commun. Nous, on peut pas l'interdire, mais on peut pas dire non plus allez-y. Oui, bien sûr, je comprends tout à fait. Donc j'ai vu que vous avez vraiment beaucoup d'inscrites. Tout à l'heure, vous avez mentionné 600 déjà sur une page Facebook. Je voulais dire bravo, mais aussi je voulais savoir quels ont été les retours que vous avez eus après le lancement de Drive Lady justement. Merci beaucoup. On a eu beaucoup de retours positifs, d'autres négatifs. Forcément, on peut pas plaire à tout le monde et on comprend aussi ces retours négatifs. Mais ça nous a fait chaud au cœur parce qu'on a eu beaucoup de parents et notamment des papas aussi qui nous disaient mais c'est génial pour ma fille. Je sais qu'elle en a besoin et elle va adorer cette idée. On a eu aussi beaucoup de femmes de la trentaine d'années qui nous disaient mais merci parce que ça devient aussi une crainte de sortir et grâce à ça, on va enfin pouvoir rentrer sereinement. Donc, ça nous fait chaud au cœur d'avoir tous ces retours positifs et aussi des retours constructifs qui nous aident à développer tous les jours l'application et à nous remettre en question constamment. Un projet donc qui plaît à ses utilisatrices, qui est là pour les rassurer, les mettre en confiance, bref, qui est là pour rendre la vie des femmes meilleure. Et ça, beaucoup l'ont compris et le saluent, car vous avez été récompensé de nombreuses fois pour Drive Lady, n'est-ce pas ? Oui, on a eu plusieurs prix, notamment à Rouen, la bourse tremplin, le concours créatif. On a eu le prix Pépite régionale et récemment à CY Entreprendre, donc à Cergy, on a eu la bourse entrepreneuriat féminin. Donc on a été très valorisés. Ça nous aide énormément aussi à développer la web application. Oui, justement, parce que ces récompenses, ça vous permet en fait d'appuyer votre application, sa légitimité. Oui, c'est ça. En fait, ça nous permet de pouvoir développer un réseau plutôt professionnel, mais aussi d'avoir des subventions qui nous permettent de financer tout le côté technologique. Autre point important pour vous, c'est que Drive Lady, c'est une plateforme de covoiturage, pas de taxi. Pourquoi est-ce que c'est important de bien faire la différence ? Parce qu'en fait, on n'a pas de chauffeur féminin. On a vraiment une distinction sur moi. Aujourd'hui, je sais que je vais rentrer, j'ai mon permis, je mets un trajet. C'est pas une notion de je sais que je vais en soirée, j'aurai un Bolt ou un Uber. C'est pas du tout ça. C'est vraiment une distinction de je sais que je sors, je sais que je vais pouvoir aider d'autres femmes en publiant un trajet sur des plus petites distances. On a vraiment ça. En fait, on a beaucoup aussi de femmes qui nous demandent est-ce que je peux réserver un trajet ce soir, je peux rentrer de boîte après. Et en fait, on peut pas non plus l'anticiper. Il faut aller sur l'application et se mettre en relation avec d'autres femmes. C'est pas nous qui organisons les trajets. Autre point important qu'on n'a pas évoqué, est-ce qu'il faut payer pour ces trajets ? Comment ça se déroule ? Est-ce que c'est en fonction de la personne justement qui le publie ? Oui, c'est ça. En fait, c'est un système de publication de prix par la conductrice auquel s'ajoutent des commissions pour le trajet et la passagère les paye en effet.
Comme je disais tout à l'heure, Drive Lady est encore jeune. Avez-vous déjà des idées, des envies pour l'avenir de votre projet ? À vous, Camille et Marco. On n'arrête pas. Là, la première idée, c'est qu'on est en train de co-organiser un événement de self-défense. On va en dire plus très prochainement, mais ça sera courant mois de juin. Donc, première idée sur du court terme. Et sur du plus long terme, on veut vraiment lancer une application qui sera disponible sur les plateformes de téléchargement et qui aussi nous permettra d'avoir une authentification automatique. Donc, c'est vraiment plein de petits et gros développements à venir. Eh bien, on vous le souhaite et on a hâte de voir tout ça fleurir encore plus. Merci énormément d'avoir répondu au micro de Westrack Radio. Et je rappelle que Drive Lady, c'est une solution de covoiturage pour et par les femmes, car nous méritons de vivre sereinement, tout simplement. Et la sororité aide beaucoup à ça. Bravo et merci encore d'avoir créé Drive Lady. Merci beaucoup. Vous pouvez retrouver Drive Lady sur Internet, suivre toutes leurs actualités sur Instagram et installer l'application web sur votre téléphone aussi, simple, efficace. Allez, à bientôt sur les routes, au revoir. L'association Harfleurez, créée en 2009, au Petit Pestacle, est avec nous aujourd'hui, une association qui a la volonté d'offrir la possibilité de pratiquer le théâtre pour les habitants et habitantes de la communauté urbaine. Aujourd'hui, j'accueille Clément, qui est président de l'association, pour nous en parler. Bonsoir Clément. Bonsoir Lucie. Bienvenue dans le Mag à l'Ouest. C'est une première pour toi. Je voulais qu'on parle de cette association parce que je me suis rendu compte qu'elle n'était jamais venue au micro et c'est bien dommage puisqu'elle a été créée en 2009. Alors à l'origine du projet, c'est quoi, une envie de créer une troupe, de créer cet esprit ensemble à Harfleur, de pouvoir proposer des cours et puis un projet artistique ? Alors, à l'origine, en fait, de la création de l'association, il y a plusieurs paramètres, en fait, à prendre en compte. Alors, déjà, dans les premiers paramètres, il faut savoir que, donc moi, je donnais déjà des cours, sur les différentes écoles d'Harfleur. Donc, on a 3 écoles primaires, il y a également un collège, qui est présent, donc, sur le territoire d'Harfleur. Du coup, bon, j'ai essentiellement commencé à donner des cours sur le quartier de Beaulieu, à l'école André Gide, et puis au fur et à mesure, voilà, j'avais été sollicité par les autres écoles, les collèges, et voilà. Donc, j'ai fait ça pendant à peu près 3-4 ans. Et puis au bout de 3-4 ans, il y a eu plusieurs choses en fait qui ont commencé à émerger en fait dans ma tête. Je me suis dit, c'est quand même dommage parce que c'est quand même très sectorisé. En fait, on fait des cours dans des quartiers. C'est quand même dommage que les enfants se rencontrent pas. L'autre point de questionnement qu'il y avait eu aussi en 2009, c'était aussi la construction de la Forge. Donc la Forge, le centre culturel qui a été inauguré en 2010. Donc en fait, il y avait déjà tout le système qui était mis en place en se disant, il va y avoir un espace culturel. On donne des cours de théâtre dans les quartiers et surtout fondamentalement à l'époque sur Harfleur, il n'y avait pas d'association vraiment culturelle dédiée au théâtre, telle que moi en tout cas je la voyais. Et puis un jour, il y a eu cette volonté de se dire, mais au bout d'un moment, avec tous ces paramètres-là qui ont l'air de converger en fait tous en même temps, est-ce qu'il serait pas intéressant de commencer à réfléchir peut-être à la construction peut-être d'une structure un peu pilote pour pouvoir à la fois mélanger en fait les enfants des différents quartiers, et commencer à proposer un vrai projet d'éducation populaire autour de tout ça, et de pouvoir se dire comment on peut le travailler sur ce développement d'association. Et c'est là que finalement, le projet associatif, le projet en tout cas de constitution de l'association, il a été créé en fait sur l'année 2009, avec vraiment cette volonté de pouvoir en fait offrir en fait l'accès à la fois à la culture, aux cours de théâtre et au développement de projets, un public très très large, en essayant de rester le plus abordable possible et pas mettre de frein en tout cas aux habitants de la ville d'Harfleur. Et en 2026, aujourd'hui, tu dirais que le projet a changé son ADN ? Ah oui, le projet a fondamentalement changé parce que c'est vrai qu'on est arrivé en 2009, on est arrivé avec un projet relativement timide, ce qui était logique parce qu'à l'époque on était vraiment une bande de jeunes, on peut dire ça comme ça, une bande de jeunes un peu naïfs mais en même temps très engagés, porteurs de valeurs et avec beaucoup de choses qu'on avait envie de travailler. Et puis finalement, le projet il a évolué, et il a grandi. Tout comme nos âges, d'ailleurs, c'est pour ça. Et finalement, il y a eu un point d'ancrage qui a été relativement important, ça a été l'année 2023, parce que 2023, on a fait le choix à un moment donné de se dire, cette année, il est temps de réécrire complètement notre projet associatif, parce que l'ADN de l'association a évolué, et il y avait aussi une vraie réflexion autour le point de départ de la réflexion, c'était de se dire, le premier projet asso, finalement, on l'a construit entre nous,
avec des valeurs en fait qui nous tenaient à cœur. Mais là, on s'est dit, alors d'aujourd'hui, il y a énormément d'adhérents dans l'association. Est-ce qu'il serait pas intéressant de restructurer le projet avec nos adhérents? Et c'est ce qu'on a fait. Donc, on a monté en fait des ateliers de débat, des rencontres avec nos usagers, etc. pour pouvoir leur dire, finalement, comment vous voyez l'association de demain? Qu'est-ce que vous avez envie de travailler? Et c'est comme ça qu'après, finalement, c'était un travail de 3-4 mois quand même de recherche, de croisement de données, d'écriture. Et finalement, on a revalidé notre nouveau projet associatif en assemblée générale en juin 2023. Et puis voilà, alors d'aujourd'hui, il reflète parfaitement l'ADN de l'association telle qu'on la connaît à ce jour en 2026. Mais il y a eu une vraie mutation dans ce que vous proposez, notamment à l'origine, il n'y avait pas seulement du théâtre, de la danse, des comédies musicales. Ça, c'est un volet que vous avez décidé de mettre sur le côté pour d'autres projets. Alors, quand on a réécrit le projet associatif, on était toujours sur le volet en fait de maintenir en fait la danse, mais d'essayer en fait de travailler plutôt sur la fréquence en fait de nos projets, parce qu'en fait, ce qui s'est passé essentiellement sur la danse, et c'est aussi ce qu'on tend à faire aussi sur le théâtre, c'est que au-delà en fait d'être dans la mise en scène de pièces, on aime bien favoriser aussi le développement de projets et puis les initiatives en fait qui peuvent être portées par des bénévoles. Donc il faut savoir, et je tiens quand même à le préciser d'ailleurs entre parenthèses, que ça me paraît quand même très important, c'est que finalement depuis 2009, si on compte le nombre de textes, de pièces, de projets qui ont été vraiment créés, c'est-à-dire de l'écriture du texte jusqu'à la mise en scène, c'est quand même pratiquement une 50aine de textes différents qui ont été créés en fait sur le nombre d'années de création de l'association. Et finalement, à la base, en 2023, il y avait une volonté de se dire, tiens, on va peut-être ralentir un petit peu le rythme, parce que il faut concilier vie privée, vie associative, les envies de chacun. Et finalement, la danse s'est retrouvée, devait se maintenir en tout cas en 2023, mais s'est retrouvée en fait arrêtée à l'été 2025. Pour des raisons d'organisation, Mais en tout cas, on ne ferme pas l'idée, en tout cas, que la partie comédie musicale revienne, mais ça n'empêche que l'association, en tout cas, là, depuis quelques mois, se structure essentiellement sur la partie théâtre, mais avec toujours cette volonté de continuer à écrire des projets, en développer, etc. Et dans vos ateliers, il y a des enfants, des ados, des adultes. Comme tu le dis, ils ont aussi grandi, comme vous qui étiez à l'origine du projet. Comment est-ce qu'on crée une cohérence artistique avec des niveaux et des vécus aussi différents ? Alors, sur les ateliers théâtre, en fait, là où on arrive à créer une véritable cohérence, ça passe déjà tout simplement par le fait de travailler sur une harmonisation un petit peu des programmes qu'on fait en début d'année. C'est-à-dire qu'en fait, dans notre façon de travailler à l'association, on est vraiment sur une année qui est relativement coupée en deux. C'est-à-dire qu'en fait, on a une première partie de l'année qui dure généralement un trimestre, sur lequel, en fait, on va travailler vraiment sur des ateliers de sensibilisation, découverte de la scène, etc. Alors forcément, ateliers qu'on adapte selon la tranche d'âge. Sur les plus petits, par exemple, comme on commence à partir du CE1, CE2, on va être beaucoup sur tout ce qui va être identification de la scène, langage technique, développement, posture de personnage. Et plus, en fait, on est sur des montées de niveau, parce qu'après, on a un niveau collège, lycée, jeunes adultes, étudiants et un groupe adulte. Bien évidemment, là, on peut se permettre d'aller un petit peu plus loin dans la démarche en essayant de travailler sur des thématiques un peu plus spécifiques. Donc en général, on est sur des ateliers, on est à peu près sur une dizaine d'ateliers en début d'année pour soit à la fois faire une vraie préparation à la scène, soit pour essayer de pousser un petit peu nos adhérents à aller dans des thématiques un petit peu particulières. Et ensuite, sur les trimestres 2 et 3, là, on est sur la constitution et la montée de projets collectifs. Parce que c'est ce qui fait aussi un petit peu l'ADN de l'association, c'est qu'en fait, nous, on se revendique pas comme étant une école de théâtre, mais comme étant vraiment une association d'éducation populaire dans laquelle, en fait, on va vraiment mobiliser nos usagers sur la montée de projet. C'est-à-dire que dans nos ateliers, ce qu'on veut vraiment mettre en place, c'est tout simplement le fait de se dire, voilà, on a un projet, on a un texte, on va le porter, on a 5 mois pour le monter, mais à l'heure d'aujourd'hui, on va mobiliser à la fois les usagers sur la mise en scène, sur leurs avis, sur les costumes, sur la scénographie. Voilà. Et c'est ce qui fait qu'en fait, ça donne une dimension qui est totalement différente, parce que les gens, ils ont vraiment cette impression d'être impliqués dans un projet collectif et non pas d'être tout simplement simple consommateur d'une activité culturelle, quoi. Et est-ce que tu penses que ce terme différent peut aussi faciliter l'accès à ce genre de lieu ? Quand on s'étiquette école de théâtre, ça peut être un titre un peu plus pompeux, ça peut faire peur en fait, plutôt que quand c'est une association, on se dit je peux rentrer, venir tester et puis voir si ça me plaît. Alors, je sais pas si on peut employer le terme pompeux, mais en tout cas, nous, on s'est toujours revendiqué dans cette ligne de conduite-là. C'est-à-dire qu'en fait, à l'heure d'aujourd'hui, on n'a jamais eu aucune forme de jugement, et puis d'ailleurs, on n'aura jamais de jugement pour n'importe quelle école, parce que de toute façon, moi, je pense que chaque structure, qu'elle soit associative ou dans d'autres, dans d'autres domaines ou quoi que ce soit, pour moi, chaque structure, à un moment donné, va avoir son ADN, va avoir son propre projet, va avoir sa façon de mener les choses. Nous, on s'est toujours revendiqué comme travaillant, en fait, de cette manière-là, et en fait, on part du principe que c'est dans notre projet associatif, c'est dans notre ADN, donc les gens, fondamentalement,
quand ils passent les portes de chez nous, ils savent dans quoi ils mettent les pieds. Maintenant, c'est ce qu'on a toujours dit. Les personnes qui ne souhaitent pas être dans cet état d'esprit-là, il n'y a pas de problème. Mais dans ce cas-là, on n'est peut-être pas forcément la bonne structure dans laquelle pour les accueillir. Et finalement, en fait, dans cet ADN-là, ce qui fait que ça fonctionne bien, c'est que comme les gens ont vraiment conscience en fait de ce qu'on met en place, c'est ce qui fait qu'on arrive vraiment à avoir des adhérents qui sont là depuis très longtemps. Là, on a des adhérents et en fait, c'est ça qui est fascinant parce que l'association existe depuis 2009 et on a là à l'heure d'aujourd'hui, on voit sur les ateliers théâtre, on a des usagers qui ont pratiquement fait tous les groupes. C'est-à-dire ils ont commencé, ils étaient tout petits, ils sont passés par le collège, le lycée et puis là maintenant, on en retrouve chez les groupes encore adultes, jeunes adultes, étudiants et c'est ça qui est formidable parce que finalement les gens se plaisent et restent. On va pouvoir parler de ce qui se passe prochainement parce qu'il y a plein de choses qui mijotent dans votre marmite. Déjà, il y a plusieurs dates de spectacle qui arrivent. Ce sera à la Forge, justement. Tu peux nous en parler ? Alors, cette année, on va avoir 2 gros projets, en tout cas 2 temps forts qui vont arriver sur le mois de juin. Donc, le premier gros temps fort, c'est notre pièce qui s'intitule Fenêtre sur palier. Donc qui se jouera donc les vendredis 5, samedi 6 et dimanche 7 juin 2026 à la Forge. Alors, juste pour situer rapidement, cette pièce-là, en fait, on l'a jouée à la Forge parce qu'on est sur un... Même si on revendique ça comme une comédie de boulevard, on va dire. Mais en parallèle, en fait, de la comédie de boulevard, c'est surtout que c'est une pièce avec une scénographie un peu plus importante, qui va nécessiter un peu plus de technique. Et voilà, qui avait besoin d'avoir, on va dire, une salle en adéquation avec forcément l'ambition technique et scénographique que nous avons eu autour de cette pièce. Est-ce que tu veux que je te dise peut-être un petit mot, je veux bien, ouais. un petit, je sais pas, un petit. Sans trop nous spoiler, mais un petit synopsis, ouais, c'est ça. Alors un petit synopsis. Alors je vais pas spoiler parce que très clairement on est sur une enquête policière, donc je vais pas dire le coupable, sinon ça ne fera pas venir bien évidemment les gens. Alors pour vous présenter un petit peu la pièce Fenêtre sur palier, donc c'est une pièce, donc c'est un huis clos qui se passe dans un immeuble parisien. Et en fait, sur le début de la pièce, on va se rendre compte qu'on a un voisin qui s'appelle Léo, donc Léo qui est décédé dans la nuit. Donc on l'a retrouvé mort, étranglé dans un couloir de l'immeuble. Et puis finalement, on va vite se rendre compte que si on remonte un petit peu le fil de ce qui s'est passé, on va se rendre compte que finalement, Léo, il était encore vivant une partie de la nuit précédente. Et on va très vite en déduire que ça ne peut être qu'un voisin qui l'a assassiné. Voilà. Et donc, forcément, on va avoir une policière qui va intervenir dans la pièce en disant, voilà, moi, lors d'aujourd'hui, je vais confiner tout l'immeuble jusqu'à que je trouve le coupable. Donc, en fait, la policière va se lancer dans l'enquête. Et en parallèle, on a un trio de voisins aussi différents les uns que les autres, donc composés d'une retraitée grincheuse, d'une influenceuse qui se la pète un petit peu sur les réseaux sociaux, et d'un ancien metteur en scène très efféminé et très exubérant, qui vont tout simplement en fait se rencontrer puis se dire voilà, au bout d'un moment on est confiné, quitte à être confiné, est-ce qu'on peut pas essayer de monter une contre-enquête parce que de toute façon on a que ça à faire. Et donc en fait pour réaliser tout ça, ils vont vite se rendre compte qu'ils ont plein d'éléments entre les mains, entre des éléments que les voisins ont entendus, des extraits en fait d'enregistrement de l'influenceuse, et finalement ils se disent avec tout ça, est-ce qu'on pourrait pas créer un podcast un peu amateur sur lequel en fait on va se poser autour d'un micro, puis à travers tout ça on va se dire voilà, on va essayer de regrouper les données, essayer de rencontrer les voisins, et puis au bout d'un moment on va essayer tout simplement de retracer la dernière nuit de Léo, parce que finalement c'est ça le titre de la pièce. La pièce s'intitule Fenêtre sur palier, la dernière nuit de Léo. Et ce qui va être intéressant pour le public dans le cadre en tout cas de cette histoire-là, c'est qu'au fur et à mesure, on va avoir vraiment 2 temporalités dans cette pièce. Il y aura la temporalité présente, où on va avoir vraiment les temps de podcast, d'interview, en tout cas d'enquête de la policière. Et en parallèle, on va avoir plein d'épisodes de flashback. Donc ce sera les fameux épisodes de podcast qu'on va vivre en direct, le public va les vivre en direct. Et dans chacun des épisodes du podcast, finalement, ça va recréer une forme de chronologie qui va nous permettre tout simplement, et en tout cas le public va revivre en direct la dernière nuit de Léo, sauf le moment où il va se faire zigouiller, parce que ça on va épargner le public bien évidemment là-dessus. Et le dernier point aussi qu'on a voulu mettre en place, parce que c'est un projet, en tout cas c'est une pièce c'est un peu novateur ce qu'on crée cette année, c'est vraiment
Ce qu'on va proposer aussi au public, et ce qui va être intéressant dans cette pièce, c'est que le public, en fait, dès son arrivée en salle, va avoir un système de petits livrets, et grâce aux petits livrets, en fait, le public va pouvoir prendre des notes sur les podcasts qu'il va vivre en direct. Parce que finalement, le public, au-delà d'être simple spectateur, on veut en faire aussi des enquêteurs. C'est-à-dire que finalement, en prenant leurs notes, peut-être qu'avant la fin de la pièce, ils auront identifié le coupable, et justement, c'est ce qui va donner un petit côté hyper interactif à la pièce. Immersif. Alors, pour vivre cette enquête et pouvoir nous aussi essayer de trouver le coupable, ça se passe le 5, 6 et 7 juin à la Forge. Voilà. On peut prendre nos places, Clément, dès aujourd'hui ? Alors, la billetterie est ouverte donc depuis le lundi 13 avril. Donc, la billetterie, elle a ouvert le 13 avril. Alors, pour pouvoir se procurer les billets, c'est très facile. Il suffit d'aller sur notre site internet. Donc www.optipestacle.fr. On a une rubrique billetterie, puis là directement c'est billetterie en ligne, sur les 3 dates. Je précise un petit point aussi important, j'en profite parce que c'est vrai qu'on n'est pas très fort sur notre communication là-dessus, on essaie de l'améliorer. Notre association, elle est habilitée à prendre les cartes Atout Normandie pour les jeunes. De 16-25 si je dis pas d'ânerie, et depuis maintenant 2-3 ans on a également récupéré l'habilitation pour prendre en tout cas nos billets de spectacle peuvent être achetés via les cartes Atout Normandie. D'accord. Et je tiens à le préciser parce que c'est vrai que encore une fois c'est dans un objectif d'accès à la culture, et voilà, donc s'il y a des jeunes qui ont encore un petit peu d'argent sur leur carte à utiliser avant le mois de juin, n'hésitez pas à les utiliser pour nos spectacles. Et en dehors de ces cartes Atout Normandie, si on est un peu plus âgé, le tarif c'est combien ? Alors le tarif, on est sur un tarif unique à 15 € le billet. Autre temps fort pour vous qui arrive aussi à la mi-juin, c'est un festival que vous organisez avec la compagnie Tadam. Alors, effectivement, le deuxième temps fort que nous organisons, donc ça c'est un temps fort qu'on organise par contre tous les ans, on va dire que c'est vraiment un peu le gros projet phare annuel de l'association, c'est l'organisation de notre festival de théâtre qui s'intitule Au Pestacle ce soir. Alors, dans le cadre de ce festival de théâtre, en fait, pour le présenter très rapidement, c'est tout simplement un festival dans lequel, en fait, nous réunissons la totalité de nos groupes de théâtre pendant une semaine ou 15 jours, ça dépend des années, et où chaque groupe va pouvoir venir présenter 2 à 3 fois, selon le temps qu'on peut, leur spectacle en public. Alors la volonté en fait de regrouper tous nos groupes dans un festival, l'idée c'était pas d'éclater les groupes en disant un groupe va jouer à tel endroit, etc. On s'est toujours dit dans l'association, ce qui donne du sens à nos ateliers, c'est de pouvoir se dire ok, il y a les ateliers, chacun monte sa pièce, mais en même temps, le fait de les réunir en festival, ça permet à tous les groupes de pouvoir se croiser une fois la semaine, se rencontrer, puis de vraiment créer une espèce de gros projet collectif finalement qui va mobiliser tous nos usagers. Et ce qui est assez intéressant, c'est que alors c'est un temps fort qui est qui est assez fatigant pour nos bénévoles parce qu'il y a des spectacles tous les soirs, des répétitions, enfin c'est une énorme organisation, mais c'est devenu vraiment quelque chose d'assez sympa parce que globalement on retrouve plus ou moins les mêmes personnes qui s'engagent sur du bénévolat pour tenir à la fois les buvettes, les billetteries, les accueils du public, enfin c'est vraiment toute une machine qui se développe, et puis c'est assez chouette parce que ça fédère en tout cas nos adhérents les uns avec les autres. Et petit point de précision, alors ce projet-là, en tout cas ce festival-là, on va le jouer à la salle Tadam. Alors c'est important de le préciser parce que pour les gens qui avaient l'habitude de nous suivre, en fait, historiquement, on a toujours joué dans une salle de spectacle qui s'appelait Le Cochon qui Swing, qui était située en fait rue Massillon au Havre. Et cette année, on a fait le choix aussi de se dire tiens, changeons de salle, changeons de lieu, parce que ça permet aussi de rebooster un petit peu le projet, et puis aussi de pouvoir changer un peu, et ça redynamise un peu l'organisation. Et ça, c'est chouette. Est-ce que tu peux nous repréciser les dates, Clément, et comment est-ce qu'on retrouve les infos sur ce festival ? Alors le festival, il aura lieu du 15 au 21 juin 2026. Donc là, il y aura prochainement sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet le programme complet du festival qui sera disponible. Donc là, il y aura la totalité, les dates, les heures, etc. En sachant que sur une semaine avec 4 groupes qui se représentent, il y a des moments où on a 3 spectacles par jour. Donc c'est vrai que c'est important de choper, on va dire, le programme sur le site internet, parce que ça permet aussi de savoir, de pas se tromper dans la billetterie, pas se tromper de spectacle, etc. Et on aura tout un système de communication qui vont sortir là prochainement sur nos réseaux sociaux. Donc nous on est présents sur Instagram, Facebook et TikTok. Et je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal. Donc on note bien dans nos agendas ce festival. J'imagine que vous sentez que vous avez un public fidèle, un ancrage à Harfleur. Vous cherchez quand même à élargir un petit peu ce public ?
Alors, effectivement, nous, on a un public majoritairement d'Harfleur. De toute façon, ça a toujours été notre cible prioritaire parce que c'est pas pour rien qu'on est ancré en fait sur ce territoire. Si je reviens juste 2 petites secondes sur la jeunesse de la création de l'association, la volonté de créer l'association Harfleur, c'est tout simplement parce qu'il y avait du sens sur ce territoire-là. Je veux dire, notre projet, en fait, en tout cas pour nous, on n'aurait pas utilité d'aller développer ça sur d'autres communes comme Le Havre, Gonfreville-Lorcher ou Montivier, parce que il y avait déjà de l'existant et ça aurait été tout simplement le fait de mettre une énième association encore, voilà. Nous, on l'a vraiment créé parce qu'il y avait un besoin sur ce territoire-là. Donc, ce qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, on touche majoritairement à un public harfleurais. Maintenant, on a aussi énormément aussi d'usagers qui viennent de la communauté urbaine. On touche des publics... alors, on touche un petit peu de public à vrai, mais c'est quand même relativement minime. Mais par contre... on va toucher aussi pas mal de publics qui viennent des communes adjacentes. On a Rogerville, on a Guenneville, parce que c'est ça aussi, tu vois, qui est intéressant dans du lieu où on est situé, c'est que Harfleur, ça reste quand même une commune qui est quand même un peu en périphérie de tout. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas loin des communes, des petites communes rurales comme Épretot, Guenneville, enfin vraiment toutes les petites communes aux alentours un petit peu de Gonfreville-Lorcher. Et finalement, pour des familles, ça reste quand même plus facile de venir chez nous à Harfleur quand t'habites Guenneville, tu vois, plutôt que de retourner sur Le Havre, etc. Enfin, en tout cas, ça, c'est des retours qu'on a eu des usagers ces dernières années qui disent que, au-delà, en fait, du fait que notre projet leur plaît, ils nous disent toujours, on va pas se mentir, géographiquement parlant, ça nous arrange aussi un peu pas mal que vous soyez situés ici. Donc, voilà. Et suite aux dernières municipales, il y a forcément de nouveaux visages, de nouvelles orientations. Comment est-ce que vous percevez cette nouvelle dynamique? Et puis, comment est-ce qu'une asso comme la vôtre s'ancre aussi dans une ville comme Harfleur? Alors, nous, sur la partie politique, pour être très honnête, à ce jour, c'est vrai qu'on ne s'est pas vraiment questionné sur le sujet, pour la simple et bonne raison que la municipalité vient d'arriver. Il faut aussi, c'est comme tout le monde, il faut que les élus puissent aussi prendre leur place, répartir leurs missions, reprendre des dossiers en cours et je ne sais quoi. Après, malheureusement, c'est pas mon domaine. Maintenant, nous, au niveau de l'association, c'est vrai que on va, pour être très honnête, nous, on a eu pendant 17 ans en fait des échanges relativement cordiaux, une dynamique et puis une conduite claire en fait, parce que la municipalité, on savait quels étaient les soutiens aux associations. Enfin, en tout cas, ça se suivait, parce que même si les équipes municipales il y a eu des élections entre deux, ça n'empêche qu'en fait les adjoints restaient plus ou moins les mêmes, donc au bout d'un moment, ça crée forcément une nouvelle forme de relation. Maintenant, effectivement, en tant qu'association, nous, en tout cas, je m'y engage pas solennellement, mais en tout cas, je pense qu'on va projeter ça en tout cas dans notre association, mais je pense qu'il sera intéressant qu'on puisse rencontrer aussi les nouveaux élus, peut-être dans les prochains mois, ne serait-ce que pour... déjà qu'ils nous connaissent, qu'ils apprennent à nous identifier, qu'on puisse aller leur expliquer notre projet, parce que c'est quand même important. À l'heure d'aujourd'hui, j'aurais pas la prétention de dire qu'on est la plus grosse association culturelle d'Harfleur, mais en tout cas, je pense qu'on est une bonne association culturelle, en tout cas sur le territoire. Et je trouve que c'est quand même intéressant de pouvoir projeter un rendez-vous avec peut-être l'adjoint à la vie associative ou à la culture pour pouvoir en fait expliquer notre projet. Et puis derrière, connaître peut-être éventuellement les orientations et puis voir comment on peut continuer à travailler ensemble. Voilà. Continuer à faire travailler ces jeunes, ces personnes qui peuvent être fortement impactées par ce type d'associations qui sont toujours aussi importantes dans l'agglomération. On rappelle donc Clément que les gros temps forts, là vous allez être bien occupés sur le mois de juin. Ça commence le 5 juin. Toutes les informations sont à retrouver sur le site que je remets en description de la fiche podcast à la fin de l'émission. Et puis il y a aussi les réseaux sociaux. Merci beaucoup Clément d'être passé au micro de Westrack. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Et voilà pour notre Magal Ouest du mardi 28 avril 2026. Adult nous chante Affordable Decorating. Pas facile à dire celui-là. Ils viennent des États-Unis à Détroit. On comprend donc le besoin de sortir son accent. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour un autre Magal Ouest. Demain, on sera mercredi. Alors, on s'intéresse à notre chronique ciné et série. Allez, à demain. Bonne soirée.
Look